Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission L'agriculture de demain avec l'Institut Jean Garon, la transition du champ à l'assiette ou de l'assiette au champ avec notre invitée, Mme Laure Varidel. Elle est éco-sociologue, auteure et conférencière. Ici Éric Bernard, coordonnateur des contenus numériques pour l'Institut Jean Garon. C'est aujourd'hui une notion largement admise. La lutte au changement climatique passe par notre assiette, mais ce ne fut pas toujours le cas. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir une de ces personnes qui en a fait le plus pour réveiller les consciences à cette réalité, Laure Varidel. C'est peut-être l'expression éveilleuse de conscience qui résume le mieux l'action de Mme Varidel en première ligne des luttes écologiques des 30 dernières années au Québec. Cofondatrice d'Équiterre et co-rédactrice du Pacte pour la transition, auteure prolifique, conférencière, enseignante, Laure Varidel a vraiment éveillé nos consciences, entre autres, au fait que ce que l'on met dans notre assiette est un des gestes les plus importants que l'on puisse poser pour sauver la planète, car c'est bien de ça qu'il s'agit, sauver la planète. Son dernier ouvrage, La transition écologique, c'est maintenant, est un condensé de sa pensée et de son action des 30 dernières années. Et comme il fallait s'y attendre, un chapitre important y est consacré à la transition vers l'agriculture de demain. Simon Bégin, Guy Debailleul ont le plaisir de s'entretenir aujourd'hui avec Mme Varidel, qui, soit dit en passant, est aussi marraine de l'Institut Jean Garon. Bonjour Simon Bégin. Bonjour Éric. Alors c'est parti. Bonjour Mme Varidel, chère marraine. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Merci de prendre le temps de nous rencontrer. Écoutez, l'agriculture est omniprésente dans votre action depuis 30 dernières années. Si je ne me trompe pas, je crois qu'une des premières causes que vous avez défendues, c'est le café équitable, mettre un peu de justice dans la chaîne alimentaire. Mais il y a peut-être peu de gens qui savent que vos racines agricoles sont plus profondes que ça. Vous êtes une fille d'agriculteur, vous êtes née, vous avez été élevée sur une ferme laitière de la Montérégie. Pouvez-vous nous parler un peu de votre relation plus personnelle avec le monde agricole? Bonjour, merci pour l'invitation d'abord. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Dans mon lien avec l'agriculture est effectivement issu de toute une lignée d'agriculteurs de père en fils depuis des générations et des générations. D'ailleurs, mes parents ont immigré de la Suisse pour venir poursuivre leur métier ici. J'ai grandi sur la ferme laitière au départ à Mont-Saint-Grégoire, donc je me suis amusée dans les monoculture de maïs, mais aussi dans le grand potager bio de ma maman. Et par la suite, mes parents ont déménagé à Saint-Alexandre où j'ai pu observer un certain nombre de phénomènes aussi sur une plus petite ferme. Les amis de mes parents, la ferme Cadet-Roussel, en fait, ont été pionniers dans l'agriculture bio. Donc, je pouvais comparer déjà très jeune deux modes de culture très, très, très différents. Et c'est d'ailleurs plus tard, avec la ferme Cadet-Roussel, qu'on a démarré le premier projet d'agriculture soutenu par la communauté avec Équiterre. Donc, je pense que c'est des liens qui se construisent avec le temps puis différentes expériences, mais aussi différentes rencontres sur le terrain qui permettent de comprendre la complexité des enjeux agricoles aussi en les vivant dans le quotidien, puis de sentir aussi la vulnérabilité des agriculteurs face au climat, notamment face aux aléas du marché, face aux perceptions de la société aussi à l'égard de leur métier. Je vois que vous avez un macaron en forme de cœur vert. Est-ce que ça symbolise votre amour de l'agriculture? En fait, c'est le symbole du mouvement Mère au front. Et oui, il y a quelque chose, on peut dire, dans le fin fond de nos revendications aussi qui touche à l'agriculture et à l'alimentation, mais c'est avant tout un regroupement de mères, de grands-mères et d'arrière-grands-mères qui sont mobilisées pour protéger l'avenir de leurs enfants et protéger le vivant tel qu'on le connaît, tel qu'on l'aime, parce que l'avenir de nos descendants dépend de cette relation-là. On sait qu'il faut réduire drastiquement la taille de notre empreinte écologique et on constate que nos élus n'en font pas suffisamment, même s'ils sont conscients des limites planétaires, même si les études, les unes après les autres,
nous rappelle qu'il faut changer notre manière d'habiter la Terre, qui comprend notre manière de nous nourrir, évidemment. Donc, on s'est mobilisé autour de quelque chose qui est rassembleur, puis ça, c'est l'amour de nos enfants, hein, parce que ça transcende la culture, l'éducation, ça transcende les générations, ça transcende les orientations politiques, hein, qu'on soit à gauche ou à droite, on veut tous protéger l'avenir de nos enfants. Maintenant, comment est-ce qu'on s'y prend? Comment est-ce que on développe une vision plus à long terme? Bien, c'est au cœur des revendications des maires au front qui veulent que tous les élus du municipal au fédéral changent les règles du jeu de manière à ce que l'avenir de nos enfants soit au cœur de nos décisions. Effectivement, le changement climatique, c'est majeur. L'Institut, d'ailleurs, on en a fait une de nos priorités. L'agriculture est un peu au cœur de ces changements climatiques, à la fois comme victime potentielle de ces changements-là et aussi comme une cause de ces changements-là. Et c'est pour ça que l'agriculture de demain est très importante. Écoutez, dans votre carrière, vous avez eu à rencontrer une multitude de personnes qui sont engagées dans l'édification de cette agriculture de demain. Vous avez examiné ce qui se fait un peu partout sur la planète. D'après vous, comment se porte-t-elle actuellement cette agriculture de demain et où on pourrait positionner le Québec dans ce mouvement-là vers une agriculture différente? Je pense qu'on est dans une agriculture vraiment à deux vitesses, peut-être même à plus que deux vitesses, mais il y a une polarisation de ce côté-là aussi, c'est qu'on constate qu'il y a une accélération des processus industriels d'un certain côté, avec une agriculture qui est très dépendante de la chimie et du génie, des technologies. Et d'un autre côté, il y a aussi un mouvement qui est extrêmement fort de gens qui veulent produire autrement avec une plus petite empreinte écologique. On voit à quel point l'agriculture biologique et l'agriculture régénératrice gagnent de plus en plus de terrain au Québec. Les consommateurs le demandent. Donc, il y a des avancées très, très encourageantes d'un certain côté, mais il n'y a pas une remise en question fondamentale de notre modèle agricole, alors que c'est ce qui serait nécessaire véritablement si on voulait attaquer le problème de manière plus sérieuse et avoir des retombées plus importantes. Et en agriculture, comme dans l'ensemble de notre économie, on externalise les coûts environnementaux et sociaux et on gaspille énormément, tant en termes d'énergie que de matières premières, de ressources. Et dans le cas de l'agriculture, de terres agricoles et même de milieux naturels, de qualité de l'eau et autre chose. Et tout ça, c'est des externalités. Donc, souvent, c'est hors du champ de vision et des priorités de nos décideurs, tant politiques qu'économiques. Donc, on devrait, si on voulait vraiment s'attaquer au problème, regarder plus largement les impacts et se mettre en mode solution. Oui, bonjour Laure, je poursuis. Bonjour. Et je voulais effectivement mentionner que depuis le début de notre émission, nous rencontrons nous aussi des gens porteurs d'espoir en agriculture. Et par exemple, la semaine dernière, on rencontrait Monsieur Ridel, qui est un adepte de l'agriculture régénératrice et qui prouvait à l'échelle de son exploitation qu'on pouvait concevoir la production de maïs et du soja sur d'assez grandes surfaces, tout en respectant le sol d'une certaine façon, tout autant que, par exemple, Jean-Marc Fortier peut le faire sur une superficie plus petite en agriculture bio. Et dans le même temps, lorsqu'on regarde les statistiques sur la déforestation en Amazonie ou sur la dégradation même de la forêt amazonienne indépendamment de la déforestation, tout ça pour produire un soja transgénique destiné à nourrir des porcs qui seront élevés en Chine ou qui seront expédiés en Chine. On a l'impression que ces espoirs sont relatifs. Comment on peut concilier à la fois ces constats et ces espoirs? C'est une grande question, puis j'ai ce même sentiment que vous, sans doute, quand je regarde les études, puis qu'on est confronté à ces
problèmes majeurs, puis ces mauvaises décisions qui sont prises en termes de priorité. Puis je pense que c'est important de rester lucide et de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'agir à notre échelle, même si dans le cas du Brésil, ben on n'a pas de pouvoir démocratique directement dessus. Puis à ma connaissance, au Québec, on achète très peu de produits du Brésil, mais il y a un travail si on veut, de pression qui peut quand même être fait malgré tout, d'éveil des consciences pour être conscient des impacts. Puis ensuite de ça, ben, ce sur quoi nous, on a un impact, évidemment, c'est sur ce qui se passe chez nous. Puis il y a de la place à l'amélioration chez nous aussi, énormément quand on regarde comment est-ce que on traite certains milieux humides, quand on regarde les quantités de pesticides, d'engrais chimiques qui sont utilisés alors qu'il y aurait tout à fait moyen de faire autrement, quand on regarde comment fonctionnent les processus décisionnels avec l'ordre des agronomes, par exemple, les temps d'agronomes qui sont payés par l'industrie. Donc, il y a des choses à régler aussi ici auxquelles on doit s'attarder pour transformer le système. Je pense que si on est capable de montrer à quel point un système qui a une plus petite empreinte environnementale fonctionne bien, parvient à nourrir les gens tout en protégeant l'environnement, je pense qu'ailleurs dans le monde, on va s'en inspirer aussi. Puis ça passe notamment à l'échelle mondiale par des processus d'internalisation des coûts environnementaux et sociaux. Il faut que ce soya-là, par exemple, qui est cultivé avec un impact immense dans la région amazonienne, coûte beaucoup plus cher que ce que ça coûte maintenant pour tenir compte des effets que ça a sur l'environnement et pour lesquels tout le monde va devoir payer, notamment les changements climatiques. Les études sont claires quant au coût économique que ça va générer pour tout le monde. Là, on voit juste comment une petite pandémie, permettez-moi d'utiliser le mot petite parce que quand on regarde ce que ça représente comparativement à ce qui est attendu avec les changements climatiques, c'est rien de comparable, alors qu'on sait que de prévenir coûterait infiniment moins cher. Et prévenir, ça comprend protéger la forêt amazonienne comme nos milieux naturels ici aussi, qui sont menacés par l'étalement urbain, qui sont menacés par des pratiques qui ont un impact très, très grand. Mais comme vous venez de souligner qu'il importe d'internaliser ce a toujours traité, ce que notre système économique a toujours traité comme des externalités. Mais le faire, comme vous le savez, ça implique effectivement que le prix des aliments reflète tous ces coûts et donc il serait nécessairement augmenté. Est-ce que nous sommes prêts collectivement, socialement, à faire face à ça? Mais je pense qu'on a l'habitude de payer nos aliments pas cher. Puis là, faut aussi avoir une réflexion sur, évidemment, l'accessibilité à l'alimentation. Puis on sait déjà qu'il y a une partie de la population qui a du mal à avoir un panier d'épicerie qui est sain. Il y a de plus en plus de gens qui, même en travaillant à temps plein parce que le salaire minimum n'est pas suffisant, doivent avoir recours à des banques alimentaires. Donc là, il y a un enjeu de justice aussi. Puis on sait que s'alimenter est un besoin essentiel. Ça devrait être un droit fondamental, avoir accès à des aliments sains, de qualité et diversifiés. Donc, quand on dit qu'il faut revoir le système, internaliser les coûts environnementaux et sociaux, ça devrait permettre une structure économique qui fait en sorte que tout le monde peut manger à sa faim. Quand on parle d'externalisation du système économique, c'est aussi parce que il génère plus d'inégalités, fait en sorte que certains n'ont pas les moyens de manger à leur faim, ce qui est absolument inacceptable, surtout dans un contexte actuel où mondialement, on a suffisamment de nourriture pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Mais ce qui manque, c'est véritablement de la justice sociale pour faire en sorte que ceux qui en ont besoin puissent répondre à leurs besoins. Donc, quand on dit qu'il faut transformer le modèle agroalimentaire, c'est pour permettre ça. Et oui, les aliments coûteraient
coûterait plus cher, mais les revenus aussi de tous seraient suffisants pour permettre cet accès à l'alimentation. Parce que quand on regarde au Québec puis au Canada, le pourcentage de notre budget qui va à l'alimentation, c'est par exemple inférieur à ce qu'on consacre au transport. Hein? Puis, puis souvent, c'est pour des voitures dans la majorité des cas, puis des voitures qui sont stationnées 95% du temps et qui ont des coûts environnementaux et sociaux, eux aussi, très, très importants. Fait que c'est toute cette réflexion-là qu'on doit avoir sur nos priorités à moyen et à court terme et aussi faire en sorte qu'on cesse tout ce gaspillage parce que on sait, par exemple, que dans notre système agroalimentaire, il y a 30 à 50% de la nourriture qui est gaspillée du champ à l'assiette. Puis ça, c'est des chiffres qui sont assez conservateurs parce que si vous êtes allé dans une ferme moindrement dans le secteur maraîcher, mais même au niveau céréalier, on voit qu'il y a un gaspillage et que c'est pas du tout comptabilisé, alors qu'il y aurait moyen de valoriser davantage ces produits-là pour répondre à un besoin alimentaire. Fait que c'est là aussi qu'on devrait agir. Puis si on accordait plus de valeur économique à tous ces produits-là, on en gaspillerait aussi beaucoup moins parce que là, ça serait logique de transformer des aliments. On ne laisserait pas autant de fruits et légumes. On l'a vécu pendant la pandémie aussi, hein, parce que là, il y avait des enjeux de main-d'œuvre qui étaient pas suffisants. Mais c'est aussi, on ne trouvait pas la main-d'œuvre parce que quelque part, les produits qu'on vendait n'étaient pas à un prix suffisant pour permettre de développer les alternatives. Fait que c'est un peu comme un jeu de domino, hein, un élément qui tombe en influence d'autres après. Laure, nous allons nous retrouver dans quelques instants après cette pause. Avec plaisir. Aïe, aïe, aïe. C'est écœurant. Aïe, aïe, aïe. Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe. Bonjour, messieurs. Bonjour, mon nom est René Houd. Moi, je suis encanteur. Full-time auctioneer. J'ai fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien correct. C'est un monsieur qui est bien... Ça fitait. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline, on a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. C'est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Alors oui, on est de retour. Alors, l'économie est au cœur de votre réflexion. Enfin, vous l'affirmez dans vos ouvrages que les solutions passent par une réforme de notre système économique. Votre complice, Dominique Champagne, avec qui vous avez coécrit le pacte de la transition, vous verrez bien ministre des Finances. Un autre de vos complices, M. Guilbeault, dans Équiterre, a fait le saut, lui. Est-ce que Laure Varidel, ministre des Finances d'un gouvernement vert, c'est un rêve en couleur ou c'est quelque chose qui pourrait arriver? Bonne question. Pas à court terme, ça c'est certain. Une des raisons pour lesquelles je fais pas de politique, c'est notamment parce que je suis maman d'une jeune fille en fait qui a des besoins particuliers et qui a besoin de ma présence sur une base quotidienne. Là, je suis en train de réfléchir à voir comment peut-être dans quelques années il y aurait moyen que je fasse de la politique parce que c'est sûr que je réalise que c'est quand même
un lieu de pouvoir où on peut contribuer à changer les règles du jeu, justement. Donc, nos élus ont beaucoup de possibilités de contribuer à ce que collectivement on réduise la taille de notre empreinte écologique. Donc c'est pas complètement hors des possibles. Peut-être qu'un jour je ferai ce saut-là, mais pas à court terme. Oh, c'est une excellente nouvelle. À vous, Guy. Oui, dans l'introduction de votre livre, vous évoquez l'image du système immunitaire de la planète. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce système a été assez rudement attaqué. Est-ce qu'on pourrait dire que votre livre se présente un peu comme le mode d'emploi d'un vaccin pour restaurer cette capacité immunitaire? Ah, j'aimerais ça que vous ayez raison. D'ailleurs, j'invite tout le monde à le lire. La transition, c'est maintenant, parce que effectivement, plein de pistes d'action. Puis quand je fais référence au système immunitaire, c'est que vous savez que le système immunitaire a ça de particulier que c'est pas un organe central qui le contrôle, mais en fait, tout notre corps fait partie du système immunitaire. Quand on pleure, nos larmes contribuent à enlever des petites particules qui nous irritent. On a tout notre système endocrinien, les hormones qui jouent un rôle aussi pour lutter contre des maladies et autres. Puis c'est de voir que quelle que soit la place qu'on occupe dans la société, quel que soit notre métier, quel que soit notre âge, le lieu où on habite, on peut faire partie du système immunitaire de la Terre, dans le sens où on peut faire partie des solutions. On a un pouvoir d'action, que ce soit comme citoyen dans notre manière de voter ou de choisir de nous présenter même aux élections, de participer à des assemblées, de participer à des organisations qui essayent de changer les choses, ou même nous comme consommateurs dans les choix alimentaires qu'on fait ou dans les choix de consommation qu'on fait. On fait tous partie des problèmes autant qu'on fait partie des solutions. Donc, c'est cette invitation-là à prendre part aux solutions, en fait, que je lance dans mon livre. Donc, c'est ça. Je pense que les voies de changement sont là, parce que de tout temps, il n'y a pas eu de changement systémique sans qu'il y ait des citoyens qui s'engagent de différentes manière. Souvent, on a l'impression qu'il faut que toute la société change tout d'un coup, il faut qu'une majorité de citoyens change. Mais en fait, les études en politique, notamment les travaux d'Erika Chenoweth, qui est une politicologue de l'université Harvard, ont démontré que un petit pourcentage de la population, elle établit ce pourcentage-là à 3,5 %, qui est véritablement pas beaucoup, mais de gens qui sont très, très mobilisés, qui sont politisés, qui comprennent les enjeux et qui poussent pour des changements politiques importants en allant jusqu'à la désobéissance civile, c'est un pourcentage qui est suffisant pour des transformations systémiques majeures. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer notre pouvoir d'action dans chacun des gestes que l'on pose. Puis là, je ne parle pas juste des gestes dans notre quotidien, mais des gestes politiques, nos prises de parole, le rôle qu'on joue dans notre milieu de travail, dans nos organisations. Donc, de réaliser qu'on a tous infiniment plus de pouvoir qu'on serait porté à croire. Ce qu'on constate, c'est que depuis un an, la pandémie a mis en évidence encore de manière plus flagrante des failles de notre système économique et notamment dans le domaine de l'agriculture, ces failles que vous analysez dans votre ouvrage. Est-ce que vous pensez que justement cette pandémie aura contribué à accélérer un processus d'évolution, ou bien qu'à l'inverse, le souci de retrouver le plus rapidement possible une vie normale risque au contraire de bloquer un certain nombre de choses? C'est une bonne question, puis j'ai pas de réponse vraiment claire là-dessus. Ce qu'on constate en ce moment, c'est qu'il y a quand même des mentalités qui ont changé. Il y a eu des prises de conscience. On l'a vu notamment avec tout l'intérêt pour l'achat local. On a vu à quel point les gens qui nous nourrissaient étaient importants. Il y a une valorisation de ça, un souci d'être même capable soi-même de produire. Hein. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'esprit des gens
gens. Puis comme toutes les crises, hein, les crises sont vraiment des vecteurs de changement parce que ça nous oblige à penser en dehors des cadres habituels. En chinois, on dit think outside the box, là. Mais je pense que faut voir ça comme des belles occasions. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que effectivement, la tendance à vouloir reprendre l'économie telle qu'elle était, à vouloir réactiver la machine du surconsommer et jeter, semble bien vouloir repartir de l'avant. Pourtant, il y a vraiment une demande des acteurs pour une relance qui soit juste et verte. Puis au Québec, on le voit bien, notamment avec le G15 qui regroupe à la fois des gens du milieu entrepreneurial, conseil du patronat, chambre de commerce et tout, et aussi des groupes environnementaux, des syndicats, des acteurs sociaux. Et ça, c'est très rare dans une société qui a une telle mobilisation de champs aussi variés. Donc, on a une capacité au Québec vraiment à collaborer, à travailler ensemble et à pousser pour des changements. Je pense qu'il faut garder ça en tête et pas se laisser reprendre dans le même système dans lequel on se trouvait avant la pandémie. Faut que la crise serve à quelque chose, comme disait Angela Merkel, don't waste a good crisis. Faut pas gaspiller la crise. Faut apprendre de ce qu'on a vécu et de ce qu'on vit encore avec la COVID. Plusieurs des personnes qu'on a rencontrées dans le cadre de notre émission sont des femmes engagées dans l'agriculture de demain. On sait que dans plusieurs pays, c'est la femme qui est au cœur de l'agriculture, souvent l'agriculture de subsistance. Il y a un poète qui a déjà dit que la femme est l'avenir de l'homme. Est-ce qu'elle ne serait pas aussi l'avenir de l'agriculture? Ben, je pense que oui, je pense que c'est l'affaire des hommes et des femmes, évidemment, mais qu'on aurait intérêt à avoir une plus grande perspective écoféministe, je pense, dans notre manière de prendre des décisions avec un plus grand respect du vivant. Et on sait que typiquement dans nos sociétés, les femmes prennent soin. D'ailleurs, on les voit plus présentes dans le système de santé, dans le système d'éducation, dans les soins accordés aux enfants, puis la manière dont on se nourrit devrait être une manière de prendre soin de la terre aussi, de prendre soin des sols, de prendre soin du vivant, alors que au cours des dernières décennies, on est plutôt allé avec l'artillerie lourde, avec les conséquences qu'on connaît sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, sur la qualité des sols aussi, hein, qui s'érodent de manière très inquiétante. Fait que je pense que cette perspective-là devrait être de plus en plus présente. Puis on voit d'ailleurs de plus en plus de femmes s'impliquer en agriculture, devenir agricultrices, puis on les voit majoritairement, en tout cas de ce que je perçois, dans une agriculture aussi plus écologique, où il y a un soin du bien-être du vivant, en fait, qui est particulièrement grand. Fait que ça donne espoir aussi. C'est aussi ce qu'on constate de plus en plus. Là, dans le bio, entre autres, les femmes sont très présentes. Écoutez, il y a la jeunesse aussi. Les jeunes d'aujourd'hui sont plus lucides, plus instruits, plus engagés dans la lutte au changement climatique. Est-ce que la jeunesse n'est pas notre plus grande raison d'espérer? Oui, c'est une raison d'espérer. Puis je pense qu'on devrait les écouter davantage, nos jeunes, parce que c'est de leur avenir dont il est question. C'est d'ailleurs pour ça que le mouvement Mères au front existe, pour qu'on protège leur avenir. Et ça implique des choix différents, notamment des choix agroalimentaires différents. Puis là encore, on voit les jeunes très présents dans le bio local. Moi, je l'ai vécu dans ma famille. Hein. Comme on le dit en introduction, je viens d'une lignée d'agriculteurs. Puis jusqu'à tout récemment, mon frère, qui avait repris la ferme familiale, avait un discours très agriculture conventionnelle, où il disait qu'il n'y avait pas le choix que d'utiliser des OGM, qu'il n'y avait pas le choix d'utiliser des pesticides et tout ça. Puis finalement, son fils a étudié en agronomie à l'Université Laval d'ailleurs et est revenu sur la ferme en disant « Écoute, papa, on peut faire les choses beaucoup mieux, on peut faire les choses autrement. » Et là, tous leurs champs sont maintenant certifiés biologiques. Amélie, la conjointe d'Alexis, donc mon neveu, fait des paniers bio. Bon, ils sont dans la production animalière. Ils ont une ferme d'élevage d'agneaux maintenant. Donc,
transition avait été faite du laitier à agneau par mon frère. Il y a un questionnement que on peut aller dans le bio, dans ce secteur-là, même si on sait que les critères sont plus exigeants que juste en culture des sols. En terminant, malheureusement, Madame Maridel, c'est déjà la fin. On vous remercie beaucoup et ce serait vraiment intéressant peut-être un jour d'inviter votre neveu et sa conjointe dans notre émission. C'est une belle transition. Je vous encourage à le faire. Vraiment, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui les motive. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. À une prochaine. Au revoir. À bientôt.